Beaucoup Franck. Je pense que ces 3 interventions doivent susciter des questions de votre part, donc on va faire circuler un micro. Bonjour, Rafat Tarfi, chargé de mission auprès du secrétaire général du CDG. En fait, moi quand on parle en fait d'essayer en fait de réduire les émissions et tout ça, je fais toujours le parallèle avec le modèle économique dans lequel on évolue. Aujourd'hui, parce qu'en fait ce modèle économique il va en fait favoriser ou pas un certain nombre de comportements vertueux au sein de la société. Et aujourd'hui, en fait, à travers ces excès, en fait, le modèle économique actuel, il a montré ses limites. Et je parle d'abord de ça. Et en parallèle, en fait, j'ai lu récemment un bouquin qui s'intitule Frugal Innovation, How to do better with less. En fait, c'est comment produire mieux en utilisant moins d'énergie, moins de ressources naturelles. Et dans lequel, en fait, les auteurs, en fait, ils donnent des exemples d'un certain nombre de multinationales américaines et européennes, dans lesquelles, en fait, comment ils ont réussi à faire le chiffre, ont entamé, en fait, ce chiffre. Mais ce chiffre n'a pu être, en fait, possible que parce que, en fait, le consommateur, à la base, il a changé, en fait, son comportement. En fait, je parle, en fait, en tout cas, en fait, au niveau, en fait, de ce bouquin. Et en fait, c'est le consommateur qui a poussé en fait ces multinationales en fait, à essayer de penser vert et puis de produire, de penser au recyclage, de penser à utiliser moins d'énergie. Donc aujourd'hui, je me dis, en fait, est-ce que c'est le fait de continuer à évoluer en fait, dans une économie libérale est-ce qu'il ne faut pas d'abord essayer en fait, de mettre en fait, beaucoup d'efforts dans l'éducation et la prise de conscience des gens, au lieu d'essayer, parce que de toutes les façons, si on ne fait pas ça, je vois mal comment le privé en fait, pourrait s'intéresser à travers en fait, des politiques publiques. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Donc au premier rang. Il y a plus de chaleur. C'est Madame Dr Walalo, vice-présidente de l'association Bourg-Grec de Salé. C'est la ville juste à côté avec 1,5 million d'habitants. Présidente du comité local Pré-COP 22. Nous travaillons sur les résultats de COP 21 et aussi sur les priorités pour la COP 22 en tant que société civile. C'est vrai qu'il fallait aussi parler de cette société civile dans tous ces exposés. Encore une fois, merci pour les exposés. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'expérience française, mais on aimerait bien que les experts marocains soient parmi nous pour nous donner la vision marocaine. Aussi les études, les données et aussi les perspectives pour Marrakech en novembre prochain. C'est dommage. Je pense que la société civile se pose beaucoup de questions. Bien sûr, sur tous les effets négatifs et néfastes de ces changements climatiques. Ça nous intéresse beaucoup. C'est la pollution de l'air, c'est l'impact sur la santé de la population. C'est ça ce qui intéresse le citoyen. De par ma profession médicale, je pense qu'à chaque fois que je parle de l'environnement depuis des années, et non pas à la veille de COP 21 ni COP 22, le citoyen est très sensible à la question de la santé, de sa santé. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a un problème de CO2 et des nitrates et des pesticides et des pollutions de l'air, de l'eau, etc. Donc je pense que nous, en tant que société civile, on agit sur les changements de comportement, les changements d'habitude. C'est pas facile. C'est pas facile pour maîtriser la consommation de l'eau, de l'énergie et changer ses comportements à domicile, mais aussi dans les entreprises. Donc nous avons on se pose beaucoup de questions, mais nous avons aussi des propositions. Et j'espère qu'à Marrakech, on nous écoutera plus qu'à Paris, puisque la société civile des pays en développement de l'Afrique certainement va être à l'avant-garde de ces négociations, en plus des experts et des scientifiques que nous respectons. Cette COP 22 doit être aussi la COP de l'Afrique. Nous sommes en Afrique, le Maroc, et c'est bien d'avoir cette vision française qui va nous aider à voir
à long terme ce que va être les changements climatiques pour l'Afrique. L'Afrique s'intéresse beaucoup à l'agriculture, les réfugiés climatiques, la question de l'eau, le stress hydrique. Voilà, ce sont des priorités pour nous. Et j'espère qu'on sera écouté à Marrakech en tant que pays en développement. On sera écouté pour défendre nos intérêts, qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des Américains ou des Européens. Et que grâce à cette contribution des experts français de Paris, vous allez nous aider à avoir cette vision du Sud, une vision de l'Afrique, en fonction des intérêts de l'Afrique et des pays du Sud, mais aussi des petites îles qui sont menacées par l'élévation du niveau des océans. Et ça, c'est très important, et je pense que le Maroc sera l'avocat de ces petites îles et sera l'avocat de l'Afrique. Je pense que le partenariat Maroc, Union européenne, Afrique est à l'ordre du jour. Et c'est dans cette bataille pour réduire le CO2, je pense qu'elle sera bienvenue pour avoir des visions. Et je pense que les relations exceptionnelles entre le Maroc et la France nous aideront beaucoup à avoir une vision globale et efficace. Le financement, c'est le nœud de la guerre, comme on dit, l'argent. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de ce fonds vert, mais la grande problématique, c'est comment accéder à ce fonds vert. Comment les Africains, les Marocains et les Asiatiques seront à proposer des projets faisables, bancables, pour qu'ils soient retenus par les financiers et avoir l'accès au financement. Parce que c'est bien de parler de 100 milliards de dollars, mais est-ce que l'Afrique aura sa part? Moi, je pense que minimum 30% de ces fonds doivent être versés pour le continent africain et à ne pas oublier l'Asie. Bien sûr, nous sommes les moins pollueurs dans ce monde, mais nous sommes les victimes de cette catastrophe dont on parle beaucoup, l'élévation du niveau de la mer, la pollution, le stress hydrique, etc. Et je pense que Marrakech sera l'occasion de préciser les procédures, les modèles, mais aussi comment arriver à ce financement, sans parler des 100 milliards qui ne sont certainement largement insuffisants pour faire face à ces changements climatiques. Je termine pour dire que la coopération internationale est très importante. À Salé, nous avons, en tant que société civile, participé à des projets sur l'efficacité énergétique, sur l'utilisation de l'aide. C'est avec financé par l'Union européenne. Mais malheureusement, concrètement, on n'a pas su profiter de cette coopération, puisque 60% de cette enveloppe Union européenne a été dépensée pour les experts qui viennent ici au Maroc, les études, etc. Mais concrètement, on n'a pas vu de projets concrets qui ont un impact direct sur la population, sur la production de l'électricité et sur l'efficacité énergétique. Ça, ce sont des choses qu'il faut revoir pour parler de l'aide aux pays sous-développés ou en développement. Il faut revoir toute cette problématique de financement, des procédures, mais aussi l'impact que nous avons. Malheureusement, au Maroc, je posais la question, est-ce que nous avons des données? Est-ce que nous avons des projections comme vous faites en France, puisque vous avez plus de moyens que nous? Mais je pense que la question est posée à nos experts marocains et au comité national de pilotage qui, en principe, d'ici le mois de novembre, aura l'occasion de nous donner les données marocaines pour voir l'impact sur les risques et bien pour voir aussi comment on investit en tant que CDG ou en tant que banque ou en tant que BAD ou en tant que Banque du Maroc, comment on investit pour ce genre de problématiques. Je pense que beaucoup de choses à dire, mais j'espère que COP22 sera aussi l'occasion d'approfondir cette réflexion en tant que société civile. Je vous souhaite un bon séjour à Marrakech pour novembre. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière. Alors, bon, on va faire. Alors, il y en a 3 là. Peut-être une dernière. Alors, bon, on va faire. Alors, il y en a 3 là. On va faire déjà un premier
un premier tour de réponse et on va prendre ensuite une deuxième série de questions. Qui est l'action sur la demande, et puis terminer sur l'accès au financement. Allez très rapidement, vous allez voir. Alors, sur vos deux premiers points, d'abord, toute cette question climat, la question du climat, et la question de la santé, la question du développement, la question de la pauvreté, etc. Il est clair que les motivations de la population mondiale, la motivation principale de la population mondiale, c'est pas de limiter l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et le réchauffement climatique est quelque chose qui peut apparaître comme un phénomène abstrait. La mobilisation se fait essentiellement pour les co-bénéfices de l'action contre le changement climatique en termes justement de santé, de lutte contre la pauvreté, de développement et de préservation de la paix. Car, comme je disais tout à l'heure, c'est un point essentiel. On voit bien que, vous savez, l'opinion publique, le pays dont l'opinion publique est la plus mobilisée sur les questions du climat, c'est la Chine. Tous les sondages le montrent. Et pour une raison principale, c'est à cause du niveau dramatique qu'a atteint la pollution atmosphérique dans les villes chinoises. La pollution atmosphérique, ça ne se confond pas exactement avec le réchauffement climatique. Mais c'est ça la motivation. La deuxième grande motivation des populations du monde, c'est la question de l'adaptation. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'impact du changement climatique, autant la question du changement climatique, de l'accumulation des gaz à effet de serre, disons, son excès, c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait. Autant l'impact aujourd'hui de la sécheresse, des cyclones, des inondations, etc., ça je le vois tout de suite. Et c'est souvent par l'adaptation que la prise de conscience de la nécessité de changer se fait. D'autant plus que les mesures d'adaptation sont souvent aussi des mesures de réduction. Une bonne utilisation de l'énergie solaire, du photovoltaïque, ça peut être aussi, c'est une mesure de réduction des émissions, mais ça peut être aussi une mesure d'adaptation parce que ça va donner plus d'autonomie à une communauté locale face à des événements extrêmes. Dans le domaine de l'agriculture, passer à l'agroécologie pour ces questions, ça permet de réduire les émissions, en tout cas de réduire les émissions nettes, mais ça permet aussi de mieux adapter les exploitations agricoles au réchauffement climatique et éviter les stress hydriques. Donc il y a perméabilité entre les deux, mais vous avez parfaitement raison, la motivation santé notamment est absolument essentielle. C'était le premier point. Deuxième point, vous avez raison, bien sûr il y a des intérêts particuliers des pays en développement, particuliers du continent africain qui est particulièrement fragile, mais je voudrais, c'était un peu le sens de mon message, ayons en tête qu'on est dans un nouveau cadre, qui est le cadre des objectifs de développement durable, et que en fait pour une bonne part notre vision est commune. Et nos solutions sont communes aussi. Ce qu'expliquait Franck tout à l'heure sur l'immobilier, sur la ville, etc., et ça vaut pour le Nord, mais ça vaut aussi pour le Sud. Ce que disait Elena, et surtout quand les technologies voient leur coût s'effondrer, et que d'une certaine façon les pays du Sud peuvent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de ces technologies que les nôtres, que les pays riches. Tout ça, c'est pas pour voiler les différences de revenus et de richesses respectifs. Monsieur le Président, je crois que vous le compreniez bien. Mais je pense qu'il faut, et bien sûr aussi, il y a des besoins de transfert, etc. Mais pour vous donner aussi un exemple dans les finances qu'évoquait Elena, on pourrait dire, mais attendez, tous ces sujets, modification de portefeuille, ça vaut pour des gros investisseurs institutionnels qui sont tous au nord, etc. Erreur. Demain, les fonds de pension nigérians seront au niveau des plus grands fonds de pension européens, simplement par l'effet de la croissance démographique. Vous avez déjà potentiellement, la CDG en fait partie, des puissances financières africaines qui sont en train d'apparaître. Un point sur l'accès au financement. Vous avez raison, il y a le problème de l'accès au financement de transfert de type 100 milliards. Mais retenez aussi une chose, l'essentiel du problème de l'accès au financement, sur un continent où l'essentiel du financement est un financement bancaire, ça veut dire accès au financement bancaire et donc accès à des banques correctement formées et elles-mêmes refinancées pour orienter leur financement vers les objets dont parlait Franck tout à l'heure. Parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est comment je finance la maison. Comment je finance les travaux dans l'immeuble. Et c'est ça le vrai sujet. On ne va pas régler la transition bas carbone par un millier d'opérations de grandes infrastructures dans le monde. Bien sûr, il y a des besoins de grandes infrastructures. Mais le vrai sujet, c'est pas ça. Parce que le sujet le plus important, c'est pas ça. C'est l'ensemble des financements diffus. Et ça, c'est votre système bancaire qui va le régler. C'est pas les transferts. Les transferts peuvent aider votre système bancaire à le faire. Je reviens maintenant sur les signaux pour la demande, parce que c'est un point absolument essentiel, et c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est par quoi on commence. Alors, oui, bien sûr, on a besoin, c'est ce que les économistes appellent aligner, en quelque sorte, les signaux politiques économiques de façon à faire
bouger la demande. Et quand on dit demande, c'est pas seulement la demande au sens de la consommation. Vous savez, pour la macroéconomie, finalement, la demande, c'est à la fois la consommation, l'investissement et les exportations. Donc ça passe par des dispositifs qui vont anticiper, en quelque sorte, ne pas attendre que simplement la loi de l'offre et de la demande modifie l'offre. Typiquement, le grand sujet, c'est déjà de commencer par éviter les signaux qui vont à l'inverse. Les signaux prix, parce que vous parliez d'éducation, c'est très important, mais la première éducation du consommateur, elle se fait par le porte-monnaie. Vous voyez, et si vous avez des signaux qui vont exactement à l'inverse de l'évolution que vous souhaitez, typiquement parce que vous subventionnez l'utilisation d'énergie fossile, vous avez ce qu'on appelle un prix du carbone négatif. Donc, la première chose à faire, c'est de supprimer les signaux qui vont exactement dans le mauvais sens. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde, et c'est nouveau. Notamment dans les pays du Sud. L'Indonésie, le Mexique, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Maroc bien sûr, exemplaire de ce point de vue-là, ont commencé à réduire leurs subventions aux énergies fossiles, à l'utilisation de carburant, typiquement, en Arabie Saoudite. Pour des raisons qui tiennent pas tant que ça à la question du réchauffement climatique, pour beaucoup à l'état du prix du baril et à leurs problèmes budgétaires, si vous voulez. Mais peu importe, c'est aussi parce que le prix du baril est bas qu'il est moins difficile de supprimer les subventions aux énergies fossiles et peut-être même de faire le pas suivant qui est de commencer à mettre en place un prix du carbone positif, c'est-à-dire d'introduire des taxes carbone à l'intérieur des budgets, ce qui permet de faire des recettes pour l'État et de le redistribuer vers le financement de la recherche-développement et les opérations qui sont nécessaires, notamment pour ceux qui sont plus vulnérables. Vous voyez, donc ça c'est typiquement quelque chose qui a un effet puissant sur les comportements de la demande des consommateurs, mais aussi des investisseurs. Tout ce qu'expliquait Elena tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça tourne autour de cette idée qu'on a besoin de faire ça, et c'est en train de se faire, et c'est un des sujets des fameuses contributions nationales, que cet alignement des politiques nationales pour définition de mise en place de politiques nationales qui permettent de faire évoluer la demande. Intégrons là-dedans aussi les besoins en termes d'éducation, mais en plus, il y a un autre mouvement qui apparaît, c'est du côté de l'offre de capitaux. C'est-à-dire qu'au nom du risque qui était exposé tout à l'heure, et au nom aussi des opportunités pour l'industrie financière, il y a un autre levier qui apparaît, c'est le fait d'orienter les capitaux directement, de pousser les capitaux, parce que tout simplement c'est l'intérêt de l'industrie financière, car sinon, un, elle risque de perdre beaucoup d'argent, si elle n'anticipe pas suffisamment, et deux, elle va passer à côté d'opportunités importantes. Pensez à ce qui se passe sur l'énergie solaire actuellement à l'échelle du monde. Je pense particulièrement au photovoltaïque. C'est absolument incroyable. Les investissements en photovoltaïque plus éolien ont dépassé les investissements dans les énergies fossiles depuis déjà 2 ans. Les coûts de l'électricité d'origine photovoltaïque s'effondrent. Le dernier appel d'offres marocain est sorti à moins de $30 le kilowattheure. Mégawattheure, pardon. Donc si vous voulez, on est vraiment dans des situations qui sont... la révolution technologique facilite tout ça. Et c'est un des éléments pour faire les modèles économiques. Là où vous avez parfaitement raison, c'est que la modification, la transformation se fera à partir grâce à la rentabilisation des opérations vertes. Et pour ça, bien sûr, naturellement, il faut des politiques économiques pour faciliter... En fait, si je veux résumer à l'extrême, c'est action sur la demande, signaux, soit des normes, soit des prix obtenus éventuellement par des taxes, et du côté de l'offre, l'orientation des capitaux, et qui, en l'attente de l'alignement de tous les signaux économiques sur la demande, doivent utiliser l'effet de levier des fonds publics. Et en gros, si je veux orienter correctement les capitaux, alors que toutes les opérations vers lesquelles je dois les orienter ne sont pas encore rentables, ben je dois utiliser ce que j'ai comme capacité de fonds publics pour faire levier sur les fonds privés. Merci beaucoup. Un mot de Franck et ensuite on passe à la deuxième série de questions. Je crois que c'est un point extrêmement important. Qu'est-ce qu'une opération rentable? Une opération rentable, c'est un couple risque-rendement. D'accord? Donc aujourd'hui, on a l'habitude de vouloir beaucoup de rendement parce qu'on ne sait pas maîtriser le risque. Avec les informations dont je vous parle là, et là il s'agit de votre responsabilité fiduciaire. En aucun cas, vous ne pouvez attendre une demande qui va évoluer. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas attendre une évolution de la demande. Il est de notre rôle, de notre responsabilité face à nos concitoyens, face à nos métiers où nous sommes des professionnels, pour
intégrer une meilleure visibilité sur le risque, diminuer notre rendement, parce que nous aurons beaucoup moins de risques. Et c'est tous les travaux que nous menons, vous pouvez télécharger tout ce qu'on a fait avec les Nations Unies. Le grand challenge aujourd'hui du métier de l'investissement, c'est d'arrêter de jouer au casino en pensant qu'il faut prendre beaucoup de risques pour risquer d'avoir beaucoup de rendement. Aujourd'hui, la finance que nous pouvons mener, notre responsabilité, c'est de ne pas attendre l'évolution de la demande, de créer une offre qui sera tout à fait cohérente avec les objectifs de CO2, avec l'amélioration de la qualité d'air de nos concitoyens, de la qualité de vie de nos concitoyens, parce que nous aurons effectivement moins de rendement, on est sur des rendements plus faibles. Mais pourquoi on peut avoir des rendements plus faibles? Parce qu'on maîtrise un risque beaucoup plus faible, un risque d'impact qui est beaucoup plus faible. Vous pouvez avoir un rendement à 3% si votre risque est proche de 0. Vous avez même des gens qui acceptent de l'obligation allemande avec des taux d'intérêt qui sont négatifs. Donc je crois que notre mentalité doit évoluer. Il s'agit bien là de ne pas attendre quoi que ce soit, de se poser les bonnes questions et d'être en posture de responsabilité fiduciaire, de produire de l'investissement au bénéfice de nos concitoyens qui soit moins générateur de valeur en termes de rendement, mais beaucoup moins risqué. Merci beaucoup. Parmi les engagements du groupe crédit, de Caisse des dépôts en faveur du climat, vous avez évoqué la publication de l'empreinte carbone de vos investissements. La question concernait la méthodologie sur le topic. Je voulais savoir si c'était une méthodologie propre à la CDC. Propre à la CDC, si vous l'aviez développée avec d'autres entités, et quid du consensus de cette méthodologie, peut-être au niveau national, et éventuellement à l'échelle européenne ou internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on continue. Merci. Abdelrahman Mouline, Centre d'études de recherche en sciences sociales. Donc, j'ai 3 questions. Premièrement, au niveau des financements et de l'investissement socialement responsable. J'ai une préoccupation au niveau du financement de toutes petites et micro-entreprises. Nous avons entendu ici des chiffres. Au Maroc, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais 78% du tissu économique au Maroc est constitué de la micro et petite entreprise. Donc, comment ils vont faire pour cette transition énergétique? Deuxième question, pour la ville durable, est-ce que ce concept de cette notion rejoint un peu ce qu'on appelle également le développement autosoutenu ou soutenable, auto-entretenu? Là où par exemple le réseautage joue un rôle important, également en relation ville-campagne, le pic des hypermarchés, des smalls, etc. C'est-à-dire des écoles qui sont beaucoup plus proches des habitations pour ne pas utiliser les véhicules, etc. Et puis, je vais, troisièmement, il y a un paradoxe. Par exemple, dans les pays industrialisés, il y a ce qu'on appelle donc, le développement de l'agriculture industrielle. Et maintenant, on parle de la nécessité de renverser la situation et de développer l'agriculture biologique. Par exemple, nous, au Maroc, nous avons l'agriculture industrielle n'est pas très développée. Mais on dit qu'il faut la développer, l'agriculture industrielle. Alors que d'autres, par exemple, ils veulent réduire ce développement de l'agriculture industrielle pour aller à l'agriculture bio. Donc, dans ce cas-là, pour les pays en développement où c'est encore plus vaste, l'agriculture bio, comment on pourrait le faire? Merci. Merci. Une dernière question? Bonjour. Dernière et une dernière. Je ne sais pas si ça marche. Bonjour, je me présente, je suis Nabila Atler, je travaille au Conseil national des droits de l'homme et je fais partie de l'équipe du pôle société civile du comité de pilotage de la COP22. Voilà, je voudrais juste apporter quelques informations, peut-être que
J'ai entendu avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit sur le rôle des acteurs non étatiques. Et donc, ce qui se prépare actuellement au niveau de la COP22 et de Marrakech, c'est effectivement une grande mobilisation qui se fait grâce à l'émergence d'une société civile très très consciente de ces questions climatiques au niveau du Maroc. Il y a une année, on ne le voyait pas, mais depuis la COP21, vraiment, on voit une dynamique extraordinaire. Et donc, il y a ce pôle société civile qui a pour objectif de fédérer un peu et de faire sortir toutes ces dynamiques, les faire venir à Marrakech dans 3 objectifs. Un, c'est la prise de conscience de la société civile marocaine et surtout des jeunes marocains. Il y a maintenant un grand réseau de jeunes qui se crée autour de ces questions et qui vont participer activement à Marrakech. Le deuxième objectif, c'est une ouverture sur les coalitions internationales, mais principalement africaines. Parce qu'on a découvert que toute la recherche et tout ce qui se dit sur les changements climatiques était beaucoup plus européen, anglo-saxon, alors qu'au niveau du Maroc et au niveau de l'Afrique, il y a une grande expertise très concrète d'adaptation, mais qu'on ne voyait pas, qui était dispersée. Donc actuellement, et au niveau de la COP, vers le mois d'octobre, il y aura des assises de la recherche, mais surtout des assises africaines. Et donc, on pourrait en parler après pour voir comment est-ce qu'on peut bénéficier aussi de cette expérience pour faire émerger tout type de recherche, et non seulement scientifique, mais également tout ce qui est recherche sur l'écologie climatique, sur la justice climatique, sur des questions qui vont au-delà de la dimension des 2% et de la déténuation qui peut paraître un peu abstraite pour plusieurs personnes, pour la population marocaine. Le troisième objectif, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le transfert et le transfert endogène. C'est que le rôle de la société civile, c'est de faire émerger ou de mettre en place des plans territoriaux sur les changements climatiques. Pourquoi territoriaux? Parce qu'on est dans une régionalisation avancée et que toutes les régions du Maroc ne se ressemblent pas. Et donc maintenant, l'idée, c'est de mobiliser la société civile avec tous les autres acteurs au niveau des régions, y compris le privé, pour qu'on puisse aller vers des plans d'adaptation sur les vrais besoins qu'on a et pas uniquement les besoins qui sont transférés de l'Europe. Alors, à Marrakech, il y aura donc une zone innovation privée, mais aussi de la société civile, qui vise à mettre en valeur 5 thématiques. Le genre, la question des droits de l'homme, qui est dans le préambule de la COP, mais on voudrait vraiment que ça soit un axe stratégique dans la concrétisation. La question de la migration climatique, vous en avez parlé. Et donc actuellement, il y a tout un travail qui se fait avec le ministère de la Migration. La question des territoires et des villes. Il y a au Maroc maintenant des villes écologiques qui sont en train d'être mises en place. Et donc c'est toute une stratégie du ministère, du gouvernement marocain. L'économie sociale et solidaire qui va mettre en place et qui va montrer les vraies solutions d'adaptation menées par des petites associations qu'on a découvertes dans le monde rural dans tous les secteurs, déchets, agroécologie, etc. Et puis finalement toutes les questions de la transition, et la transition juste vers les métiers. On a actuellement une loi qui va être votée sur le plastique, l'interdiction du plastique. C'est un média 24, ça ne marche plus apparemment. Non, média 24. Depuis quelques mois, la COP est un peu sur toutes les lèvres. Et je suis persuadé, je suis même certain, je suis sûr que la majorité des personnes qui parlent de COP ne savent pas ce que c'est vraiment la COP. Ils disent que c'est juste un show événementiel, personne dit un petit peu du discours sans valeur ajoutée. Alors voilà, j'ai des questions un peu dans mon travail journalistique, j'ai l'obligation de simplifier les choses. Alors j'ai quelques questions, je vais revenir à cette inégalité sud-nord. Les pays industrialisés polluent. Pourquoi le Maroc? Pourquoi on organise la COP déjà? Parce que le Maroc, on ne pollue rien. Franchement. Bon, si on se compare avec les autres pays. Et puis la deuxième question, c'est qui finance? Qui finance de tout? L'organisation et tout ce qui se trame derrière.
l'ONU, c'est le Maroc, c'est l'Union européenne, c'est tout le monde. C'est tout? Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, sur la méthodologie d'empreinte carbone, on s'est inspiré de méthodes qui avaient été développées par différents acteurs. Notre premier travail, ça a été, nous, de faire le tour de ce qui a été produit en termes de méthodologie par la place, à la fois en France et à l'international, et de s'approprier les différentes méthodes, d'analyser les forces, les faiblesses, pour définir en interne quelle était notre méthodologie. Donc aujourd'hui, c'est une méthodologie qui ressemble à ce que font beaucoup d'autres acteurs, qui repose sur de l'information principalement déclarée par les sociétés, sur un scope, on appelle ça scope 1 et 2. Et c'est une méthode voilà, qui a été développée en interne, qui peut être appropriée en externe. Nous, on fait un travail de partage de l'information et de la méthode que l'on a développée auprès d'autres institutions, notamment d'autres fonds publics. Donc on est évidemment prêt à partager la méthodologie, c'est une petite formule toute simple, hein, auprès d'autres institutions. Il y a des coalitions d'investisseurs qui sont dédiées tout simplement à ce thème de mesure de l'empreinte carbone.